Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux à cette table ronde qui est organisée par le CLUSIF. Alors, ces intervenants seront Charles Brunto, Nicolas de Pellouan et Gaël Sidzia. Je vais leur donner la parole pour qu'ils donnent en quelques mots une présentation du SI industriel dont ils ont la charge. On peut commencer avec Nicolas. Bonjour, merci de vous êtes joint à nous. Donc je suis Nicolas de Pellouan, au sein de Veolia, au sein de la direction sûreté de Veolia plus précisément. J'ai en charge la cybersécurité des systèmes industriels pour toutes les géographies de Veolia et également tous les métiers de Veolia, qui sont nombreux comme vous le savez. Bonjour à tous. Alors moi je n'ai pas en charge la cybersécurité du SI industriel. C'est un peu plus compliqué. Je fais partie de la DSI et forcément, via l'IT et via tous les risques IT, et avec la crise WannaCry que je vais évoquer un peu plus tard, on touche au SI industriel et on a des impacts forts à chaque fois sur le SI industriel. On est pour autant, la matrice de responsabilité n'est pas encore très très claire, donc je ne vais pas assumer ce rôle-là officiellement tout au moins. Voilà, le SI industriel, pour nous, l'appareil de production, évidemment, ce sont essentiellement nos usines partout dans le monde. Donc une petite trentaine. Voilà. Bonjour à tous, je suis Gaël Sidzia du coup de l'EDSI d'Engie Solar qui a en responsabilité à la fois le fonctionnement des systèmes d'information industriels, de la gestion et de l'opération de la maintenance des fermes solaires à travers le monde et aussi du coup la responsabilité de la sécurité de ces infrastructures. À propos du SI industriel, et si on fait un parallèle avec ce que nous voyons plus couramment, le SI de gestion a vu de grandes transformations sur ces 5 ou 10 dernières années. Il y a 10 ans, on parlait de protection périmétrique derrière des pare-feux et de plus en plus ce système d'information s'est ouvert vers le cloud notamment. En fait, si on fait le parallèle avec le SI industriel, on voit un peu la même tendance au niveau de ce SI industriel qui n'est plus une forteresse. Tous ces systèmes que l'on connaissait plus ou moins sont ouverts sur les autres systèmes d'information de l'entreprise pour des échanges de données. C'est le premier aspect que nous allons voir dans cette table ronde avec Nicolas. Nicolas, alors quelles sont les raisons de cette ouverture du SI industriel, ces échanges de données, et par la suite, quels sont les risques qui sont générés par cette ouverture ? Alors, merci Henri. En fait, les raisons, elles sont assez simples. Elles ne sont pas fondamentalement différentes de ce qu'on vit dans l'informatique de gestion. La première raison, c'est le besoin d'accéder à distance aux installations, que ce soit pour les exploitants de ces installations ou que ce soit pour les mainteneurs externes. Il y a des économies d'échelle à faire en évitant des déplacements. Et donc, comme dans n'importe quel métier, finalement, si on peut le faire à distance, on essaye de le faire. Donc ça, c'est un besoin historique qu'on retrouve dans toutes les usines. Il y a depuis 2 besoins plus précis et plus spécifiques à l'informatique industrielle qui sont apparus. Un qui est bien installé aujourd'hui, c'est la remontée de données depuis ces systèmes industriels. Ces données, le métier s'est aperçu qu'elles contenaient beaucoup de valeur, que si on analysait sérieusement les données des systèmes industriels, on pouvait trouver des vecteurs d'économie, des vecteurs d'amélioration de la performance de l'entreprise. Donc on a, de façon généralisée, à peu près dans toutes les usines, des systèmes qui captent ces données et qui les remontent vers l'informatique de gestion. Et ça fait apparaître dans toutes les usines un certain nombre de passerelles. Et c'est un cas d'usage qui, pour moi, maintenant, est démocratisé et qu'on rencontre partout. En complément, on voit apparaître un nouveau cas d'usage qui est la circulation de la donnée dans l'autre sens. C'est-à-dire que le système informatique de gestion, grâce au big data, grâce à nos data scientists, etc., va trouver du signal dans le bruit et va dire, tiens, dans cette usine, ce serait intéressant de changer telle consigne pour améliorer la performance. Au début, on a un reporting mensuel et puis on a un opérateur qui va aller tuner finement le système industriel de telle ou telle usine. Et puis assez rapidement, on le constate généralement 18-24 mois après la remontée d'informations, on va nous demander d'automatiser. Et cette automatisation, elle induit une circulation dans l'autre sens et donc une redescente de consignes réputées smart à destination de l'usine. Donc ça, c'est vraiment le cas d'usage le plus émergent aujourd'hui, mais qui se démocratise, je vous disais, avec un décalage de l'ordre de 18 mois après la mise en place de la circulation dans l'autre sens. La conséquence, si on devait la résumer en un mot, tu as parlé de forteresse tout à l'heure, à l'instant,
oubliez totalement la forteresse. Les gens qui aujourd'hui vous disent on n'a qu'à isoler l'usine du reste du monde, ils sont en train de nier une réalité et ils vont de toute façon être attrapés par cette réalité. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question, pourquoi ça pose un problème ? C'est que le plus souvent, ces interconnexions, elles sont sauvages. Elles sont faites dans le dos du RSSI. Je ne sais pas si c'est fait dans votre dos, mais en tout cas, moi, je vois souvent dans mon dos. J'ai beaucoup d'usines. Et elles ne respectent pas du tout les canons de la beauté en cybersécurité. On va avoir une solution de filtrage inexistante ou extrêmement mal configurée. On va avoir des mots de passe catastrophiques sur cette solution de filtrage. Cisco n'est pas un bon mot de passe, je pense que vous le saviez. Veolia 2018 non plus. Et ce constat, il m'amènera à d'autres réflexions après. On voit que le problème, il est sur des basiques. Il n'est pas du tout sur des problèmes industriels. Il est sur l'informatique de gestion. L'enjeu, donc, on sait que ces interconnexions existent. Et si on ne les sécurise pas, on a un risque sérieux pour nos systèmes industriels. Quand on parle de SI et de gestion, on parle surtout, quand on regarde la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, on fait un accent plutôt sur la confidentialité. Quand il s'agit du SI industriel, on va plus s'intéresser à l'intégrité, intégrité qui est challengée par cet échange de données qui vont vers le SI industriel. Là, il s'agit d'être sensibilisé aux événements redoutés. Nicolas, est-ce qu'on peut parler de quelques événements redoutés dans cette dynamique d'échange de données ? Alors, bien au-delà de l'échange de données, moi je redoute aucun événement cyber. Parce qu'en fait, l'événement cyber, il ne m'intéresse pas parce qu'il n'intéresse pas le métier. L'événement qui est redouté, c'est l'arrêt du fonctionnement de l'usine. C'est de produire quelque chose qui n'est pas conforme à un cahier des charges ou à une réglementation. Et finalement, si on veut intéresser le métier, c'est de ça dont il faut parler. Dans mon métier, il faut parler d'un filtre qui va se colmater, il faut parler d'un incinérateur qui va exploser, il ne faut pas leur parler de cyber. Donc moi, j'ai évacué depuis longtemps les enjeux cybersécurité pour aller vraiment attirer l'intérêt du métier en leur parlant de ce qui leur parle à eux, c'est-à-dire leur problématique métier, et ça fait le lien avec leur méthode d'analyse de risque. Si eux disent mes événements redoutés, c'est que mon four explose, c'est que mon filtre à sable se colmate, si on leur parle de ça et qu'on cherche une origine cyber à ça, parce qu'on a une compétence métier et qu'on a discuté avec les spécialistes du métier en amont, là, ils comprennent de quoi on parle et ils font le lien avec leur analyse de risque. Et donc, ils peuvent se dire, OK, un filtre qui se colmate dans mon usine, je sais combien ça me coûte. Donc, tout à coup, je peux comprendre que cette attaque cyber est une cause de panne. Et donc, intégrer ça dans ma réflexion de sécurité normale, sécurité de fonctionnement, non pas sécurité au sens informatique du terme. On a vu avec l'échange de données des nouveaux risques. Il s'agit de sensibiliser les acteurs de l'IT et de l'OT à ces risques pour avoir des actions de réduction du risque. Gaël, comment sensibiliser les acteurs de l'IT et de l'OT à ces risques ? Déjà, en évitant de les distinguer, c'est-à-dire si effectivement on a une tendance à vouloir séparer des gens qui seraient plus orientés bureautique, de gens qui seraient dans des usines ou sur des sites de production énergétique, je pense qu'ils doivent tous considérer que maintenant, effectivement, ils font partie d'une même entité, d'une même industrie, et qu'à chaque fois qu'effectivement ils vont mettre à risque, le sachant ou pas, c'est qu'effectivement ils vont mettre en danger à la fois leur gagne-pain finalement, mais aussi la sécurité de leurs collaborateurs. Donc je pense qu'il y a aussi ce que disait Nicolas, c'est-à-dire effectivement faire comprendre au métier à travers un discours très métier les risques et de le diffuser auprès de tous les intervenants d'une même industrie pour que tout le monde soit conscient effectivement que maintenant avec l'arrivée des objets connectés, effectivement on a accès avec un peu de chance, pas depuis l'extérieur, à des industries lourdes, mais qu'effectivement ça peut causer des risques et d'ouvrir des brèches juste pour aller sur des réseaux sociaux peut avoir d'autres conséquences un peu plus néfastes de manière globale sur une industrie. Alors pour ce qui est du SI de gestion, on a par exemple le guide d'hygiène de l'ANSSI. Pour ce qui est du domaine de l'OT, est-ce qu'on a des documents équivalents qui nous aident à la sensibilisation ? Pas tout à fait. En fait, ils sont alors soit effectivement vous avez des industries qui by design étaient accessibles depuis l'extérieur, et là effectivement il y a de la documentation. Pour d'autres sur du legacy, où effectivement c'est des constructions qui datent de plus de 25 ans ou plus de 50 ans. En fait, le sujet n'a jamais été évoqué dans la construction. C'est un peu le problème
problème de fond. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur des industries qui étaient considérées en vase clos et qui se retrouvent connectées à l'extérieur pour faire des économies d'échelle, ce que j'entends. Par contre, effectivement, en négligeant toute la part risque qui va avec. Donc, c'est là où, effectivement, il y a énormément de travail à faire et une grosse collaboration, je pense, entre le RSSI, qu'on considère trop, finalement, sur une partie non OT, puisqu'il n'est pas du métier, par définition, mais effectivement, il devrait y avoir soit le pendant RSSI OT, soit, effectivement, une RSSI forte qui puisse considérer tous les systèmes d'information de manière générale. On vient de parler d'enjeux par rapport au legacy dans le SI industriel. Là, les fournisseurs ont leur part de responsabilité. Comment gérez-vous cette relation avec les fournisseurs? En quelle mesure vous avez un partenariat pour augmenter en cybersécurité? Disons qu'on est en train de changer justement les clauses contractuelles et les négociations avec eux justement pour l'inclure. C'est-à-dire que chez Engie, en fait, on ne construit pas quelque chose et on redonne les clés et vous partez avec. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va rester réellement pour une ferme solaire entre 15 et 25 ans. Donc effectivement, il y a toute cette considération à avoir et surtout de changer ce point de vue du système d'information qui, comme le matériel, va rester là 25 ans et on aura juste besoin de changer un boulon. C'est qu'effectivement, le système d'information, lui, sera vétuste au bout de 5 ans, c'est sûr, il faudra intégralement le changer. Donc c'est cette partie-là, effectivement, qu'il faut maintenant intégrer dans les contrats et dans les relations avec les prestataires, en leur faisant comprendre plus ou moins qu'effectivement, leur responsabilité ne se limite pas à la mise en place du système d'information, mais qu'elle va plus loin et qu'effectivement, on peut venir les chercher 3 ans, 5 ans plus tard sur une défaillance qui n'aurait pas été identifiée. Et chez Veolia, Nicolas, comment vous procédez pour augmenter en maturité cybersécurité? C'est un sujet compliqué. En fait, moi, ce que je constate le plus souvent, c'est que la problématique de monter en maturité, elle dépend de la capacité du RSSI à communiquer avec les équipes de part et d'autre. On a bien vu que on a de la communication, donc il faut traiter le problème à la fois côté IT et côté OT. Mais ce que je constate le plus souvent, c'est que finalement le RSSI, il s'auto-censure. J'ai dans plusieurs pays des RSSI qui estiment qu'ils font partie de l'informatique, que l'OT c'est une science obscure dans laquelle il faut un niveau d'expertise très poussé. Et je pense que c'est une erreur fondamentale dans la façon d'appréhender le problème. Je vous le disais tout à l'heure, quand on audite une interconnexion entre un système OT et un système IT, ou quand on vient en post-mortem faire une analyse de ce qui s'est passé, on constate que le problème, c'est relève du guide d'hygiène que tu évoquais à l'instant. Donc, finalement, on fait le constat que le RSSI, qui n'a pas le plus petit début de commencement de vernis industriel, il aurait très bien pu constater que dans ce firewall, il n'y avait pas de règle de filtrage ou que Cisco n'était effectivement pas un bon mot de passe. Donc je pense que c'est important que les RSSI qui ne se sont pas déjà emparés de ce sujet-là, et j'ai bien entendu ce que disait Charles tout à l'heure sur le fait que après il peut y avoir de très bonnes raisons de ne pas s'emparer du sujet, mais en tout cas, dire je ne suis pas compétent pour appréhender ce sujet, c'est la plus mauvaise des raisons pour ne pas y aller. Moi j'ai commencé le sujet en 2008, donc il est clair que mon vernis à moi il commence à être conséquent, mais au début je connaissais rien sur le sujet, je suis allé au contact des automaticiens, j'ai évité de me ridiculiser, je leur ai pas proposé d'installer un antivirus sur un automate. Ceux qui connaissent le sujet savent à quel point ça peut être idiot de proposer ça. Je leur ai pas non plus proposé de changer leur mot de passe tous les 90 jours, parce que comme ils peuvent pas le faire à distance, ils vont pas payer un mec à temps plein à faire la tournée des châteaux d'eau pour changer les mots de passe, parce que de l'autre côté on veut faire des économies en évitant que les gens se déplacent, ça poserait des problèmes d'équilibre économique. Donc c'est ça qui est important, mais finalement il y a une dizaine de principes extrêmement simples que n'importe quel RSSI peut intégrer, qui lui permettent d'être raisonnablement crédible devant l'automaticien, et malheureusement je constate que peu de RSSI font ce schéma-là. Alors là, je parle vraiment au sein de Veolia. On a une communauté d'une 50aine de RSSI distribués dans l'ensemble de nos BU et de nos pays. Et parmi ceux-là, il y en a beaucoup qui s'auto-censurent parce qu'ils estiment ne pas être compétents, alors qu'en fait, ils ont largement la compétence pour faire le job.
Donc là, on a vu toute la partie sensibilisation, augmentation de la maturité et aussi la partie augmentation de la vulnérabilité avec l'ouverture du SI industriel sur l'extérieur, vers le SI de gestion notamment. On peut maintenant s'intéresser à la menace, cette menace qui évolue, cette menace qui va maintenant cibler le SI industriel. Je peux pour cela vous donner quelques noms, Black Energy, Triton, il y a aussi WannaCry, comme le disait Charles. Charles, si on parle d'incidents dans le SI industriel, qu'est-ce que vous avez expérimenté? Comment vous avez géré la crise? Expérimenté. Voilà. Juste avant 2 secondes, je reprends un peu le sujet que tu évoquais, Nicolas. J'ai fait un peu de provocation en disant et en affirmant que je n'étais pas responsable, parce qu'en fait, ça évoque un point très important et qui est en cours de sujet chez nous, c'est qui est responsable. Donc la définition précise des responsabilités. Donc en fait, il est évident qu'on essaye de mettre un peu le pied dedans, qu'on attaque via l'IT, ce qui n'est pas aussi efficace que d'attaquer via le haut et via les risques et avec un vrai sponsorship. Mais c'est un des vrais enjeux aujourd'hui. Du pilotage du programme général. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris des précautions, mais c'est un peu aussi de la provocation. Oui, Alors je reviens aux attaques. Je veux dire qu'on n'a pas identifié chez Renault d'attaques qui ont réellement ciblé notre outil industriel. Donc ceux que Henri a évoqués là. Alors je prends un peu de précaution, ça pourrait arriver, parce qu'il pourrait y en avoir qu'on n'a pas détecté. Bon, en général, quand on s'attaque l'outil quand même, il y a des impacts. Voilà. En revanche, il est de notoriété publique qu'on a vécu une petite crise avec WannaCry en 2017. Et j'y reviendrai. Mais finalement, WannaCry ne ciblait pas l'outil, a eu un impact très fort sur notre outil industriel. Donc, en fait, les usines ont été arrêtées le temps du week-end. Donc WannaCry, chez nous, c'était le vendredi soir vers 22h, 21h. Les usines ont redémarré le lundi matin, donc elles ont toutes été arrêtées. Donc évidemment, l'impact n'est pas tout à fait négligeable et il est très visible. En plus, ça a été médiatisé. On a fait l'ouverture du journal télévisé le samedi matin sur les différentes chaînes nationales. Voilà, avant de décrire un peu cette crise, que ce soit WannaCry ou d'autres ailleurs, très souvent, elles sont quand même passées par l'IT. Par les réseaux, en faisant un rebond avec un phishing ou j'ai un cheval de Troie, on prend la main et après on rebondit jusqu'à l'IT. Alors il pourrait y avoir, jusqu'à l'outil, pardon. Il pourrait y avoir des outils qui soient exposés. Alors soit sur une attaque physique, là c'est simple. Alors exposé sur Internet, évidemment on a des règles qui interdisent cela et on cherche ce type de cas. Donc a priori c'était pas c'est pas la problématique chez nous. Alors dans le cas de WannaCry, j'évoquais l'impact. En fait, l'impact il n'a pas concerné que les usines, mais il a été essentiel. Enfin, il a essentiellement concerné les usines. Pour donner quelques chiffres, j'évoquais donc l'arrêt le temps du week-end sur environ 130 000 postes serveurs en général, y compris l'IT. On a 5% de ces terminaux qui ont été compromis par WannaCry. Ces 5%, en fait, ce sont en général des postes non standards, obsolètes ou non patchés. Ou alors patchés insuffisamment régulièrement. On avait certaines politiques de patching qui étaient 2 fois voire 1 fois par an. Donc évidemment dans le cas de WannaCry, où l'attaque est arrivée 2 ou 3 mois après le patch, c'était insuffisant. Et puis donc sur ces 5% de ces 120 ou 130 000, finalement quand on regarde spécifiquement le parc industriel, c'est plutôt de 30 à 50% des assets qui ont été corrompus. Alors je reprends quand même un petit peu, je dis que l'arrêt des usines sur le temps du week-end, c'est pas uniquement dû à WannaCry, c'est parce qu'on a demandé très vite de tout couper. Donc les quelques usines qui tournaient encore éventuellement de façon dégradée parce que déjà certains services étaient touchés, aussi été arrêtées parce qu'en fait on l'a demandé. Mais je pense que si on ne l'avait pas demandé, elles seraient tombées les unes après les autres, quoi. Donc ça c'est vu, et le grand enseignement finalement autour de WannaCry et pourquoi on a réussi à redémarrer quelque part aussi vite, malgré l'ampleur du phénomène, c'est pour beaucoup grâce à l'organisation de crise qui était déjà définie. Alors je vais en dire quelques mots. Non seulement elle était définie, mais en plus elle était testée et elle avait été testée, quoi. L'organisation de crise groupe, donc pas à la DSI, ou pas uniquement à la DSI, on a une coordination générale, et ensuite par métier, dont la DSI, dont l'IT, on a un comité de crise stratégique, un comité de crise opérationnelle, et puis si je prends le cas de la DSI, chaque DSI orienté métier a son propre comité de crise, et avec des liens de communication et d'échange entre ces différents comités,
qui sont déjà définis, avec des outils qui étaient préétablis pour faire ces communications, y compris des plans B si on n'a plus de messagerie, si on n'a plus de réseau, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui existait, qui est une gestion de crise assez classique, quelle que soit la crise. On avait intégré il y a quelque temps la partie cyber là-dedans. Et on l'avait même testé, c'est-à-dire qu'on a fait un exercice de crise cyber fin 2016. Et tout ça a été fort utile, c'est-à-dire qu'en fait on a pu se concentrer sur l'analyse, le traitement, la remédiation, etc. de la crise, au lieu de se poser des questions sur comment je vais fonctionner avec mon voisin. Donc la fabrication, la logistique, etc. avaient leur propre cellule de crise. Et ça, c'était fondamental. Donc, un, évidemment, c'est avoir le process. Deux, c'est s'y préparer. Donc, les noms, les contacts, les outils, les moyens de communication. Après, évidemment, tout n'a pas été parfait. D'abord parce que l'exercice de gestion de crise que l'on a fait était beaucoup plus ciblé sur des SI ultra critiques en data center. Alors, déjà avec un ransomware qui allait chiffrer. Donc à l'opposé de cet exercice-là, on se retrouvait pendant WannaCry avec une crise qui concernait des assets par milliers et partout dans le monde. Donc les interlocuteurs étaient fort différents, beaucoup plus nombreux, avec des process qui n'étaient pas toujours définis. Et ça a eu un impact assez fort, puisque dans notre organisation propre à la sécurité informatique de la gestion de la crise, moi j'étais en charge du comité de crise opérationnelle, on était peut-être 3 à tourner sur ce rôle-là. De facto, on n'était que 2 parce qu'il y a une case qui était vacante. Et en réalité, on s'est retrouvés tous les deux, donc l'autre personne étant le SOC manager groupe, on s'est retrouvés tous les deux pris par la crise dès le départ. Donc dès le vendredi, dès la nuit. Donc on n'a pas tourné. Voilà. Si évidemment, sur une crise qui dure un week-end, c'est gérable. Après coup, ça devient plus problématique. Donc évidemment, il y a beaucoup d'améliorations à faire et on a fait un rétex. On a eu un audit d'ailleurs sur la gestion de la crise chez nous. Alors qui parfois donne des éléments qui ne sont pas toujours pertinents, je vais en citer un après. Mais par contre, beaucoup d'éléments très pertinents à améliorer et notamment des choses qu'on n'a pas vues, mais certains métiers qui n'avaient pas eu un processus de gestion de crise tout à fait optimum. Donc il y a toujours des améliorations à faire, il y a beaucoup de rétex à faire là-dedans. Le cas que je citais, et avec le petite mésentente avec l'audit, c'est qu'en fait on a adapté, nous, pendant la crise, ce process, notamment en matière de communication intercomité, pour essayer de mieux communiquer vers toutes les entités métiers, notamment les différents métiers sur une usine. Et ça coulait pas de source, c'est juste passer par des moyens de communication préétablis entre comités, etc. Ça allait pas assez vite, quoi. Donc cette adaptation, une parmi d'autres, qui nous a paru nécessaire et qui a été très efficace, de facto nous a entraîné un avis pas tout à fait positif de la part de l'audit, puisqu'on n'avait pas complètement respecté les process définis. Voilà en quelques mots sur la partie WannaCry. Merci. Si on se tourne maintenant vers NJ, comment vous appréhendez ces nouvelles menaces qui ciblent le SI industriel ? De manière générale, on essaye de les prévoir au maximum, c'est-à-dire d'avoir une bonne interaction. On parlait tout à l'heure de la relation avec le fournisseur. Là, en l'occurrence, sur l'OT, il y a énormément d'éditeurs de logiciels industriels. Donc, c'est d'essayer effectivement de travailler de manière assez proche d'eux pour effectivement avoir un retour assez rapide, puisque dans le cas de patch, il y a des patchs qui effectivement pourraient bloquer le système de fonctionnement d'un outil au complet. Donc effectivement, on est partagé à la fois avec la gestion de la crise, mais effectivement d'en avoir une pire si effectivement on applique un certain nombre de processus de correction qui pourraient entraîner une perte de production énergétique au complet. Donc effectivement là, c'est l'intérêt d'une bonne collaboration donc avec ces éditeurs, pour effectivement que eux soient assez force de proposition pour améliorer leur logiciel, la gestion des outils de manière générale, et pour, en cas de crise, effectivement, avoir justement les bons réflexes et des retours assez rapides, puisque eux sont aussi impactés finalement que nous, puisque voilà, s'il y a un problème, généralement, effectivement, le nom d'Engie peut être cité, mais aussi des outils qui sont à l'intérieur. Alors, si on regarde cet environnement SI industriel, il évolue aussi avec l'arrivée d'objets connectés. On parle aussi d'industrie 4.0. Comment vous accueillez ces innovations et comment vous
identifiez les risques et vous vous préparez par rapport à ces événements redoutés. Alors, pour le cas spécifique d'Engie Solar sur les fermes solaires, en fait, on a déjà de l'IoT qui est présent depuis environ 6 à 7 ans sur nos sites. Donc, ce sujet-là est déjà adressé depuis un certain temps. Le fait est, c'est que maintenant, effectivement, on peut avoir des bonnes améliorations et avec justement de la maintenance prédictive et l'intelligence artificielle de manière générale, il nous faut des données. Donc, il faut installer de l'IoT. La manière de bien intégrer, je pense, en tout cas une bonne méthode d'intégrer l'IoT, c'est d'essayer de le sélectionner déjà, d'éviter de prendre quelque chose qui est trop disponible sur le marché déjà pour commencer, et d'essayer de faire du développement by design exactement sur ce que vous voulez, donc assez propriétaire. Pour éviter des failles de sécurité qui seraient trop béantes, mais aussi de limiter finalement les accès qu'on pourrait avoir via ces IoT. Donc c'est plus ou moins, la manière de gérer l'IoT, c'est déjà de sélectionner en amont ce que vous voulez remonter comme information, si elle est pertinente, et comment ça va permettre d'améliorer votre industrie de manière générale. Et chez Veolia, ces innovations, Industrie 4.0, objets connectés, comment vous appréhendez ces innovations ? Aujourd'hui, on a de l'IoT que je qualifierais d'émergent. On a un certain nombre de cas d'usage qui doivent nous aider à améliorer notre performance, mais on est typiquement dans quelque chose qui est géré par des équipes projets qui parlent assez peu aux équipes informatiques et encore moins aux équipes cybersécurité. On a l'impression de revivre ce qui s'est passé sur l'OT depuis 30 ans et donc on est en train d'établir des passerelles avec eux, avec, c'est vrai, des enjeux qui sont complexes. Je prends un exemple, par exemple, on peut citer la problématique de la batterie sur un objet connecté. L'objet connecté, il est endormi l'essentiel du temps, il fait, une mesure toutes les heures, une mesure tous les jours, et puis il transmet cette information. Le cas d'usage, par exemple, chez Veolia, c'est de mesurer la hauteur du verre dans un bac à verre sur la voie publique pour aller le ramasser, non pas de façon systématique, mais quand il est plein. C'est évidemment un vecteur d'économie important, mais quand on déploie un conteneur à verre avec un appareil de mesure dedans, on s'attend à ce que la batterie dure l'espérance de vie du conteneur à verre. Sauf que ces équipements-là qui dorment tout le temps, si on trouve un moyen de les réveiller en permanence, leur batterie va durer 100 fois moins que ce qui était prévu, et donc ça va tuer le modèle, parce que si on doit redéployer des IoT alors qu'on n'avait pas du tout intégré ça dans l'équilibre économique, ça pose des questions. Et on constate que l'équipement lui-même ne peut pas se défendre contre ça, puisque c'est le réseau de l'opérateur qui le réveille, et quand bien même l'équipement intégrerait une mesure de sécurité en disant « le paquet que tu viens de m'envoyer, je le rejette parce que je n'en veux pas », c'est trop tard, le mal est fait, il s'est réveillé, il a fait sa consommation électrique. Donc on voit que le paradigme, essayons d'embarquer la sécurité dans les équipements, qui est un réflexe qu'on essaye d'avoir de plus en plus dans l'OT, ne marche pas du tout dans l'IoT, parce que si j'ai accès au réseau, je peux réveiller tout le temps tous les devices qui sont connectés dessus, et donc je leur fais finalement un déni de service par surconsommation électrique. C'est quasiment impossible de se protéger contre ça. Il faut donc revoir la façon dont on protège les devices en imaginant, par exemple, que c'est le réseau qui doit porter la fonctionnalité de filtrage et non pas l'équipement d'extrémité. C'est compliqué, ça ne s'invente pas sur un coin de table, et c'est tout l'intérêt d'être partie prenante dans les projets dès l'origine pour prévoir un réseau qui aura cette propriété plutôt que de le découvrir une fois qu'on a fait le déploiement. Et chez Renault, Charles, l'innovation, comment vous appréhendez ? C'est un vrai sujet, alors c'est pas nouveau. Moi, comme Gaël et Nicolas, c'est loin d'être nouveau, même s'il y a des nouveaux programmes, usine 4.0, usine en carton, on a eu il y a quelques années, donc full cloud, etc. Pour les systèmes d'information, donc c'est pas nouveau. En fait, on a la chance que ce soit drivé tout au moins en partie par des squads, des équipes transverses, je vais dire, de l'informatique, et d'autres on fait partie, ce qui nous permet de les voir le plus en amont possible et de définir les bonnes architectures. Alors nous, je ne parle pas de la voiture connectée, je parle bien que des usines, et donc on a déjà commencé à rajouter des terminaux mobiles, des IoT, faire de la connexion vers du cloud, et notamment pour les data. Et tout ça sur base de l'existant. C'est-à-dire qu'on intègre des nouvelles technologies et des nouveaux
problèmes potentiels sur l'existant. Donc évidemment, il faut prendre un certain nombre de précautions, mais en fait, de le faire dès le départ, c'est toujours beaucoup plus facile, quoi. Donc typiquement, évidemment, on a un réseau IoT qui est complètement séparé, avec quelques flux qui sont autorisés. On en aura demain probablement plusieurs réseaux IoT, puisque là on a un certain type d'IoT avec un certain type de connectivité ou d'impact potentiel sur nos outils. Donc exemple des capteurs de vibration, mais il ne passe pas de commande. Il capte les vibrations des robots sur les bords de chaîne pour faire de la maintenance prédictive, par exemple. Donc cela, éventuellement, on peut casser le système de monitoring et de prévention d'une panne, voilà, mais ça ne va pas casser l'outil pour autant directement. Demain, si j'ai des IoT qui envoient des données ou qui peuvent agir sur un automate, évidemment, l'impact sera beaucoup plus critique, et donc on prendra des mesures en conséquence avec un réseau isolé, encore différent du premier. Donc, mais globalement, je reviens sur ce que disait Nicolas notamment tout à l'heure et Gaël, le modèle de risque, il est quand même assez similaire. Je veux dire, avec quelques spécificités, avec des impacts parfois qui peuvent aller jusqu'à de la safety, enfin pas parfois, mais souvent, les robots en bord de chaîne, s'ils se déclenchent au mauvais moment et qu'on a des humains qui passent par là, ça peut évidemment être problématique. Mais au sens risque, les modèles sont quand même très très semblables. Donc le traitement, il est aussi semblable, quoi. Donc il n'y a pas besoin de réinventer la roue de ce point de vue-là. Si on vient au SI de gestion, le SI de gestion, on a réussi à le faire évoluer, à ajouter des mesures de sécurité grâce à la législation, en particulier avec le RGPD. Si on prend le SI industriel, il y a aussi des législations qui peuvent peut-être nous aider, telles que la loi de programmation militaire ou la directive Nice. Comment ces législations vous aident à promouvoir des mesures de sécurité? Elle nous aide par un premier effet, et Alexandre, qui est aussi de Veolia, là juste devant moi, pour en témoigner. C'est un levier puissant parce que il y a une réglementation à respecter. Il y a une sanction si on ne respecte pas. Est-ce que la sanction est suffisante? On pourra éternellement en débattre. Mais en tout cas, les directions générales ne peuvent juste pas ignorer le fait qu'il y a une réglementation et qu'il faut viser un certain niveau de conformité. Donc ça, c'est le côté positif. Moi, j'y vois deux aspects beaucoup moins positifs. Le premier, c'est le coût. Objectivement, la loi de programmation militaire, ça pique. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises soumises à la loi de programmation militaire dans la salle. C'est confidentiel. Voilà, donc on ne va évidemment pas l'évoquer, mais je pense que s'agissant de certaines entreprises à cette table, c'est un secret de polichinelle. Ça pique. C'est des montants qui sont largement supérieurs à la pénalité que prévoit la loi. Donc c'est difficile de convaincre une direction générale d'investir plus d'argent que l'amende dont on la menace. Alors on peut parier sur, oui, mais attention, c'est peut-être par système d'information d'importance vitale, l'amende. Donc là, tout à coup, si tu en as 10, c'est pas la même chose. C'est peut-être par site à défendre, par point d'importance vitale à défendre. Donc on peut essayer de jouer, mais finalement, comme personne encore n'a été condamné, on peut pas savoir comment la réglementation sera appliquée. Et donc finalement, on se retrouve à investir plus d'argent que l'amende. En tout cas, si on a une lecture académique de la réglementation. Donc ça pose une première question. Le deuxième volet, et c'est un sujet de discussion récurrent en interne, c'est que si on ne protège que les systèmes dont on a estimé qu'ils étaient d'importance vitale, on risque de passer à côté de choses très importantes. Je prends un exemple, encore une fois, lié au métier de Veolia. Veolia, c'est 15 000 châteaux d'eau télégérés en France. Il est clair que l'ensemble de ces châteaux d'eau ne sont pas des points d'importance vitale, heureusement. On ne va donc pas tous les mettre comme étant un système d'information d'importance vitale. Donc on va défendre un certain nombre de systèmes, je ne vous dirai pas combien ni lesquels évidemment, mais à la fin il va quand même rester grossièrement 15 000 châteaux d'eau, même si une partie d'entre eux sont des SI d'importance vitale. Bon ok, ce sera 14 900, voilà. Et cela, si on renonce à les sécuriser au prétexte qu'ils ne relèvent pas de la loi de programmation militaire, on s'expose potentiellement à une attaque qui va tous les arrêter en même temps. Et croyez-moi ou pas, je préfère avoir 3 usines arrêtées que 15 000 châteaux d'eau qui ne délivrent pas de l'eau. Donc ça, c'est à mon avis l'un des travers de la loi de programmation militaire, qui est que on s'est occupé de ça parce que ça brillait au milieu de la table, et on a négligé tout le reste. Voilà. Ça, je pense que c'est un travers. Alors nous avons beaucoup parlé depuis le début de cette table ronde. On va maintenant vous donner la parole avec quelques questions.
Si vous pouvez vous présenter avant la question. Merci. Bonjour. Alors, je suis du ministère des Armées. Donc... je suis dans l'industrie de la défense, désolé. Bientôt dans l'industrie de la défense. Donc, je suis forcément pas tout à fait d'accord avec vous. La LPM, moi, elle me satisfait pour une fois. Vous comprendrez bien aisément. Mais j'ai une question plutôt pour Monsieur Brunetto. Donc, je vous laisse tranquille, rassurez-vous. Et là, je ne pose pas la question à vos représentants de Renault, mais plutôt à l'industrie automobile en général. On parle de l'IoT. Il n'y a que vous sous la main pour le moment. On parle de l'IoT et vous évoquiez ou vous n'évoquiez pas l'outil la voiture connectée. Très d'actualité, c'est pas moi qui vous l'expliquer. J'ai du mal à concevoir comment on arrive à allier une voiture connectée, quelle qu'elle soit, enfin peu importe le niveau de connectivité jusqu'à la voiture autonome, sa fiabilité, sa robustesse vis-à-vis d'une cybermalveillance, et l'objectif de rentabilité, d'être pas forcément le premier sur la picture, mais pas être le dernier non plus. Et comment arrivez-vous à allier les deux pour rendre cet outil sécurisé, sachant que ce n'est pas forcément la voiture qui va être le maillon faible, mais peut-être ma montre connectée qui va dialoguer avec la voiture, etc., etc. Et je termine, après je vous laisse la parole. Dans mon ancien métier au sein du ministère de l'Armée, je pilotais des aéronefs. Toute la technologie embarquée, on nous l'a fait payer, l'industrie, encore une fois, nous l'a fait payer très très cher, mais pour qu'elle soit robuste et protégée, blindée d'un niveau électronique, j'imagine bien que dans un souci de rentabilité, on ne peut pas garantir dans un premier temps la même protection. Voilà. Qu'un aéronef, ouais. Alors, vaste question, mais fort intéressante. Alors, il se trouve que j'ai participé à l'analyse de risque il y a quelques années, c'était en 2011 je crois, de bout en bout, donc à la fois avec l'ingénierie, l'IT, etc. Quand on a mis grosso modo dans la rue la première voiture connectée, donc c'était avec Airlink, le système Airlink, donc ils sont arrivés en janvier 2012 je crois. Et en fait, la partie qui est tout à fait pertinente, c'est qu'effectivement ça doit être de bout en bout. C'est-à-dire qu'on n'a plus un système qui est isolé, qui peut être vulnérable à des attaques si on a la main sur la voiture, si on se branche sur la prise de diagnostic, ça peut faire beaucoup de choses. Là, évidemment, on rajoutait, avec la partie connectivité, on rajoute l'exposition et donc des attaques de masse, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est la partie de la réponse, c'est ça, c'est qu'il y a effectivement eu des analyses de risque de bout en bout. Et Renault n'a pas été le plus rapide à se mettre sur le marché là-dessus. Alors pour l'instant on croise les doigts, mais on n'a pas été tellement cité sur les effets des démonstrations, et qu'on visait plutôt des sociétés, des constructeurs américains et voire un peu allemands. Mais ces démonstrations sont très éclairants sur les risques, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la fameuse Jeep d'un journaliste qui était volontaire mais qui était mise dans le fossé avec une prise à distance via le Wi-Fi. Alors le journaliste, je crois de mémoire, il n'était pas au courant que ça irait dans le fossé, il pensait qu'on allait l'arrêter sur le bord de la route, et c'est passé au journal télévisé à l'époque, et j'étais aux US à ce moment-là, et ça a fait beaucoup de bruit. Les sénateurs, globalement les instances politiques ont vraiment pris ça à cœur et pour remédier. On a quand même en France un principe de précaution qui est mine de rien relativement appliqué, c'est-à-dire qu'on ne sort pas trop vite en général les choses, ça ne veut pas dire que c'est sans risque. Voilà. Pour aller plus loin, sur Airlink, finalement on a fait aussi un test d'intrusion de bout en bout. Donc en réalité 4 tests d'intrusion mis bout à bout avec la même société en l'occurrence, qui était aussi très éclairant, et il y avait évidemment des problématiques, parfois des problématiques qui n'étaient pas, si on en prenait une seule ou une vulnérabilité unique, on ne pouvait pas forcément aller très loin, mais mise encore une fois bout à bout, on pouvait faire des choses, et qui ont évidemment été corrigées. Au demeurant, il y avait des vraies vulnérabilités sur la partie AES. De certains fournisseurs que je ne citerai pas. Voilà. Mais donc ça, or, si je reprends le cas de la Jeep, c'est pas possible qu'elle ait été pentestée. Parce qu'il y a des choses qui étaient extrêmement basiques. Et parfois on en revient. Alors c'était pas du Cisco, mais je veux dire, bon. Donc, mais pas forcément si loin que ça en fait. Donc après, est-ce qu'on peut avoir une garantie contractuelle qui ira zéro panne ? Certainement pas. D'un autre côté, il y a quand même énormément de ressources qui sont mises sur le sujet. Donc, j'évoquais tout à l'heure que c'était pas très clair au niveau de l'industriel entre l'IT, le métier, qu'on arrive à mieux travailler. Sur la voiture connectée, c'est beaucoup plus clair. Depuis déjà un certain temps, il y a beaucoup de ressources qui travaillent sur le sujet et qui sont responsables. Après, ça va être de la détection.
Il faut voir qu'une voiture connectée, c'est quand même pas un IoT. J'ai volontairement mis ça de côté tout à l'heure parce que c'est pas la même problématique qu'en usine qui est statique, etc. Mais c'est pas un IoT, c'est un système d'information, une voiture. Il y a plusieurs réseaux. Il y a des organes moteurs, les freins, les directions, etc. Il y a des choses qui sont plus multimédia, la tablette, qui ne sont pas sur le même réseau. Et donc en fait, on est déjà sur une sorte de mécanisme de défense en profondeur, et avec de la détection qu'on est en train de rajouter, et qui va être de plus en plus importante. Et puis de la détection et derrière de la remédiation quelque part en live. Il faut voir aussi l'opportunité que ça peut représenter, ceci dit, parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas d'accident indépendamment des voitures connectées, et lié au facteur humain très souvent, quoi. Mais, enfin, il faut pas se voiler la face. La voiture, c'est une cible extrêmement intéressante, c'est-à-dire qui brille. On va prendre une deuxième question. Voilà. Bonjour, EDF. J'ai 2 questions. La première, parce qu'on a une culture sûreté, je pense, similaire à la partie Veolia. C'est dans quelle mesure vous avez dû, pour intégrer la composante cyber, adapter les pratiques d'intervention de vos intervenants, au sens sûreté du terme. D'abord, est-ce que c'est quelque chose que vous avez enclenché de manière à propager finalement cette composante cyber autour de pratiques issues de la sûreté. La deuxième question, elle porte sur la partie gestion de crise. Sur la partie gestion de crise, on voit bien que la composante cyber nécessite également à adapter, si elles existent, vos méthodes de rémédiation. Et donc par rapport à ça, est-ce que là aussi, il y a un travail qui a été fait sur cet aspect rémédiation ? Je vais répondre sur la gestion de crise. C'est la partie la plus facile. On a fait un exercice de crise il y a quelques semaines. Un exercice de crise cyber sur une très grosse usine de Veolia. Je ne développerai pas les détails de l'exercice évidemment, mais on a appris beaucoup de choses intéressantes dans cet exercice. Et sur la nécessité que cette cellule de crise pilote réellement l'ensemble du processus. On constate assez souvent que une cellule de crise en chambre, dans un bureau, dans une salle de crise au siège, a beaucoup de difficultés à communiquer avec les gens qui font la réalité de la remédiation dans une usine. C'est un endroit où il y a manifestement matière à s'améliorer. Ça pose la question, où faut-il placer le RSSI ? Est-ce qu'il doit se déplacer dans l'usine pour faire de la coordination opérationnelle si c'est sa spécialité ? Ou est-ce qu'au contraire, il doit être intégré dans la cellule de crise, à l'endroit où on gère la com, les investissements, enfin toutes les composantes d'une cellule de crise. Et c'est vraiment quelque chose qui est en discussion parce qu'il n'y a pas de réponse évidente et ça dépend notamment du profil du RSSI. Mais en tout cas, cette caractéristique géographiquement distribuée de la crise est manifestement un problème. Et je pense que Charles l'expliquait tout à l'heure sur sa propre gestion de crise. Nous, on l'a joué sur une usine. Je pense que si on avait une attaque simultanée sur 30 usines, ce serait encore beaucoup, beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, on s'entraîne, on se prépare à ça. Il y a une marge de progression et on y travaille. Oui, une dernière question. Juste 2 mots supplémentaires, parce que finalement, on s'est retrouvé effectivement dans cette situation-là, et fort heureusement, le RSSI n'était pas seul. Donc il y avait une composante de sécurité dans le comité de crise stratégique, dans le comité de crise opère, donc c'était moi. On a 35-40 correspondants dans le monde, en matière de sécurité IT, y compris sur site, usine. Donc on a eu beaucoup de communications qui ont été poussées vers eux. Donc c'est pas une seule personne en fait qui se demandait où elle devait être. Toute la partie organisation de crise doit prendre ça en compte au préalable. Oui, juste une petite question. Je ne sais pas si c'est un lapsus ou pas. Vous avez parlé, ma question est à Nicolas de Pellouin. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Pardon, Patrick Badi du CEA. Oui. Et donc, par rapport à mon collègue d'EDF, on partage un certain nombre de concepts, en particulier la sûreté et la sécurité. Et vous avez parlé de sécurité de fonctionnement, alors que traditionnellement, on parle de la sûreté de fonctionnement. Alors, la personne de Renault a parlé de la safety. Et je crois que c'est 2 concepts assez différents. Et j'ai un peu l'impression que la
Donc déjà, savoir si pour vous, c'est bien deux concepts différents, parce que le fait d'avoir dit sécurité de fonctionnement, pour moi, ça montre que c'est un petit peu relié, alors que pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. On parle de cybersécurité. Est-ce qu'il faudrait parler de cyber-sûreté pour répondre à des problématiques de sûreté, comme on parle de cybersécurité pour répondre à des problématiques de sécurité, sachant que dans l'OT, il me semble qu'on a plus une vision sûreté que sécurité, que ça serait peut-être l'écart qu'il y a entre les deux mondes et du fait qu'on ne se comprend pas forcément entre les deux mondes parce que certains parlent sûreté, d'autres sécurité. Enfin, c'est plus conceptuel comme question. Non, mais comment vous l'abordez dans vos organismes. Je partage complètement l'analyse que vous avez du point. Je me bats régulièrement en interne pour qu'on donne un sens précis au mot sûreté et au mot sécurité. Je le disais en introduction, j'appartiens à la direction sûreté de Veolia et la direction sûreté de Veolia, son rôle, c'est de se protéger contre les actes malveillants. La sécurité, dans le jargon de Veolia, et même si j'ai conscience du fait qu'il n'y a pas un consensus global, c'est se protéger contre les dysfonctionnements qui n'ont pas une origine malveillante. Voilà, j'ai bien conscience du fait que c'est l'inverse. Dans le jargon de Veolia, c'est comme ça. Et il y a des débats infinis sur le sujet, et pas seulement chez Veolia. J'estime que les deux problématiques sont disjointes, mais comme je le disais tout à l'heure, moi je travaille pour que la cyberattaque soit perçue comme une cause de panne comme une autre. Et ça fait le lien entre les deux. Finalement, qu'est-ce qui différencie un fusible qui fond d'une cyberattaque ? Avant de remplacer le fusible, il faut que je trouve l'origine du court-circuit. Sinon, je peux changer tous les jours, il continuera à brûler. La cyberattaque, c'est pareil. Si je ne trouve pas l'origine de l'attaque, si je ne la fais pas cesser, si je ne l'empêche pas de rentrer chez moi, j'aurais beau réparer mes systèmes, j'aurais beau les patcher, je continuerai à subir d'une façon ou d'une autre l'attaque, en particulier dans des univers où c'est très difficile de patcher les systèmes. Donc moi, je travaille à cette convergence parce que finalement, la seule propriété particulière de la cyberattaque par rapport à n'importe quelle cause de panne, c'est que le scénario de la panne concomitante sur 500 équipements, c'est un scénario réaliste. Quand on design pour de la sûreté de fonctionnement, je prends votre vocabulaire et que évidemment je comprends, finalement, si j'ai un temps moyen entre deux pannes, un MTBF en anglais, qui est de 1000, si je mets un deuxième équipement, globalement, je fais 1000 au carré. J'ai un effet bénéfique immédiat. J'ai beaucoup moins de risques de panne quand j'en mets 2. Si j'en mets 3, j'en ai encore plusieurs ordres de grandeur moins. Donc, les gens qui designent des systèmes industriels designent en disant je vais en mettre plusieurs, comme ça je m'affranchis de la panne. La seule particularité de la cyberattaque, c'est que je peux tuer leurs 3 systèmes en même temps, même s'ils en ont mis 3, s'ils en ont mis 12, je peux tuer les 12 en même temps. Là, ça amène une règle de design un peu particulière, c'est que si on espère que dupliquer, ça nous protège contre la cyberattaque, ça veut dire qu'il faut dupliquer avec des technologies différentes, de façon à ce qu'on ait une petite chance qu'une attaque ne touche qu'une partie des technologies qu'on aura utilisées. Mais c'est la seule chose qu'on puisse faire. Donc, je fais le distinguo tout en militant pour que les gens qui veulent se défendre contre une attaque intègrent ça dans leur réflexion sûreté de fonctionnement. Le temps passe très vite. Je pense que nous pouvons remercier nos intervenants.